J'ai le plaisir de présenter Jean-Pierre Page, comme je le disais, et ami depuis déjà pas mal d'années, on va pas détailler. Et Jean-Pierre Page, c'est pas quelqu'un de facile à présenter parce que euh, c'est un homme avec un très riche parcours. Il a été secrétaire général de l'Union départementale de la CGT Val-de-Marne. Il a été membre de la commission exécutive confédérale, donc au plus haut niveau, responsable du département international de la CGT de 91 à 2000. Il a dirigé la revue Syndicalisme et Société de la CGT. Il a cofondé l'Observatoire de la mondialisation. Depuis 2004, il dirige une revue en ligne, La Pensée libre, qui est une revue assez spéciale, philosophique, sociologique, anthropologique, historique. Il y a d'ailleurs de temps en temps des textes qui sont repris dans Investigation. Il a écrit plusieurs livres, Réflexions sur la guerre en Yougoslavie avec François Chenet et Tania Noctumes. Et là, ça m'a interpellé. C'est comme ça que j'ai fait sa découverte. D'ailleurs, moi, j'étais en train d'écrire un livre qui allait s'appeler Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde. Ça prenait un petit peu de temps. Et son livre est sorti avant. J'ai dit, ça y est, c'est trop tard, j'ai travaillé pour rien. Et bon, le livre était excellent. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec lui. Et depuis, on a publié, MC Action a publié en 2015 Camarades, je demande la parole, rédigé sous la responsabilité de Jean-Pierre Page, avec d'autres syndicalistes, Charles O'Haraud, Philippe Corda, Jean-Claude Vatan, je vous salue tous. Et ce livre, sur le site Investigation, est justement assez caractéristique. Il y a peu de syndicalistes qui parlent de l'international, qui se posent des questions sur les stratégies. Et Jean-Pierre Page en est un, et je crois que c'est très très important justement de faire la combinaison avec les préoccupations des travailleurs ici, maintenant, et la dimension internationale, parce qu'elle en fait beaucoup d'impact. Il a publié un autre livre, également sur les thèmes du syndicalisme, c'est chez Delga, CGT pour que les choses soient dites. Et Jean-Pierre, ton épouse est sri-lankaise, c'est une diplomate importante, elle a été en poste à Genève, à Cuba, elle passe beaucoup dans les télévisions au Sri Lanka. C'est une voix écoutée avec des avis qui font autorité justement sur les dimensions internationales. Et il semble qu'au Sri Lanka, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent parler et mettre les pieds dans le plat, mais elle ose. Donc voilà, je crois que Jean-Pierre, il est vraiment la personne en France la mieux placée pour nous expliquer le Sri Lanka. Et vous allez dire, mais pourquoi on va parler du Sri Lanka D'abord, on ne sait pas bien où c'est. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important Eh bien, parce que chez Investigation, en fait, il y a les pays dont on parle au moment où on en parle, et en général, c'est trop tard, parce qu'à ce moment-là, il y a une guerre des États-Unis ou de la France, il y a un coup d'État, il y a des guerres civiles provoquées ou manipulées. Et donc, la philosophie d'investigation, c'est que avant que les problèmes n'explosent, et pour moi le Sri Lanka est vraiment un baril de poudre, il est important que l'opinion publique sache ce qui se passe, connaisse l'histoire, connaisse la géographie, connaisse les acteurs stratégiques et se rende compte de ce qui risque de se passer justement pour défendre la paix, pour empêcher que ça n'explose. Alors aujourd'hui, nous allons situer le Sri Lanka dans son contexte, c'est-à-dire l'océan Indien, les routes maritimes. Je vais vous présenter des cartes qui vont déjà beaucoup clarifier. On va parler des problèmes internes au Sri Lanka, très connectés à l'extérieur, pardon. On va replacer ça dans le contexte global de l'affrontement USA-Chine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et restez jusqu'au bout, parce qu'au final, il y aura deux messages très importants, des menaces de Facebook par rapport au travail que nous faisons, et puis aussi une petite surprise que je vous présenterai. Alors, on va commencer avec la carte. Je vous ai dit, ceux qui ne savent pas où se trouve le Sri Lanka, ne vous inquiétez pas, on va évidemment commencer avec ça. Et le Sri Lanka, vous voyez, tout au milieu là, c'est l'île en dessous de l'Inde, la pointe de l'Inde qui s'avance dans l'océan Indien. Vous avez à gauche Oman, le monde arabe, le début de l'Afrique, on va détailler. Vous avez à droite l'Indonésie, la Malaisie, tout en bas vous avez l'Australie, et bien entendu il y a la Chine. Et donc le Sri Lanka, Jean-Pierre, on voit déjà en tout premier lieu que c'est peut-être une des positions géographiques, stratégiques les plus importantes au monde. Pourquoi ?
D'abord, bonjour Michel, toujours un plaisir de te retrouver. Alors, pour répondre à ta question, j'utiliserai une citation qui était celle de Napoléon. Napoléon disait, qui est un fin stratège, disait que celui qui contrôlera Ceylan, Ceylan étant le nom ancien du Sri Lanka, celui qui contrôlera Ceylan contrôlera l'océan Indien. Alors, le Sri Lanka, effectivement, se situe au centre de l'océan Indien. Et comme l'on dit maintenant, le mot qu'on utilise maintenant, c'est un hub naturel, c'est un point de connexion de, au niveau de cette vaste région qui est occupée entre autres par les deux pays à la population la plus élevée, la Chine et l'Inde. C'est un pays qui se trouve donc au centre de l'océan Mhm. Indien et avec un accès direct, je dirais, vers l'Afrique, vers l'Europe à travers le canal de Suez et évidemment vers l'Asie et l'Océanie. Voilà. Alors, aujourd'hui, 80% du transport mondial se fait sur le plan maritime. Le Sri Tu parles du Lanka, pétrole, tu parles de toutes les marchandises? oui, je vais préciser, le Sri Lanka est un pays qui voit au niveau de ses côtes passer quotidiennement plus de 300 vaisseaux. 300 vaisseaux qui se répartissent un peu de la façon suivante. On a en gros 50% du trafic mondial, du trafic pétrolier passe par là, passe par ce corridor naturel au large du Sri Lanka et 70% du trafic container. C'est-à-dire que c'est tout à fait essentiel à l'économie, non seulement de cette région, mais à l'économie mondiale. Et si l'on considère, avec la présence de l'Inde et de la Chine, mais de cette région, de cette vaste région qui est en train de tirer le développement économique mondial, on comprend naturellement que le Sri Lanka a, de par sa Mhm. position, une situation parfaitement stratégique. Ce qui explique également, je termine par là, que depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis Ptolémée, Mhm. le Sri Lanka a suscité non seulement de l'intérêt, mais énormément de convoitises et qu'il était fréquenté déjà dans l'Antiquité des, par, les, par la Chine, par les pays arabes, par les Grecs, y compris en leur temps. Donc c'est un endroit tout à fait unique qu'il Mhm. faut prendre en considération dans l'analyse que l'on peut avoir des rapports de force mondiaux Oui, actuels. parce qu'on parle beaucoup des pays, mais en fait, ce qui est entre les pays, à savoir les routes du commercial, sont extrêmement importantes. Là, depuis une semaine, on voit que le canal de Suez a été bloqué. Ça fait la une de tous nos journaux qui soulignent l'importance des voies de passage. Or, le canal de Suez, ça mène particulièrement vers le Sri Lanka. Donc, les routes maritimes, c'est quelque chose auquel le public doit faire plus attention pour comprendre la politique internationale. Absolument, absolument, et surtout que aujourd'hui, un des enjeux, j'allais dire un des enjeux économiques, sociaux et politiques, évidemment, de cette période et surtout de la période à venir, c'est l'initiative prise par la Chine avec ce que nous appelons les routes de la soie. Mhm. Alors, le Alors, Sri Lanka, Jean-Pierre, je montre pour que tout le monde puisse pardon, bien suivre. En fait, on avait dans la stratégie du chaos, j'en dirais deux mots, un livre qu'on a publié en 2011, on avait publié une carte pour souligner l'importance de cet océan Indien. Et n'oubliez pas que le Sri Lanka est donc là, en dessous de l'Inde. Et là, effectivement, sur cette carte que je t'ai envoyée, on montre que le Sri Lanka, c'est un carrefour international de toute grande importance. absolument, ça en fait l'enjeu
particulier qui touche évidemment ce pays à travers bon, l'histoire présente et l'histoire passée. J'ai à l'esprit évidemment la période de guerre et tout ce qui en a découlé depuis. Alors oui, c'est tout à fait central. Et les routes de la soie font du Sri Lanka, à travers les activités portuaires, en particulier le port d'Ambatota qui a été construit par la Alors, je Chine. vais justement montrer la carte des différents ports parce que le Sri Lanka a la particularité d'avoir plusieurs ports importants. J'ai pris la Google Maps. Il y a un port tout au nord qui s'appelle Jaffna. À gauche, donc à l'ouest, vous avez Colombo. À l'est, vous avez un port qui s'appelle, pardon pour ma prononciation, Trincomalee. Et tout en dessous, le Hambantota, celui dont tu parlais là. Il y a plusieurs ports et ils sont très importants. Oui, en fait, les trois ports les plus importants, les plus significatifs, et qui sont directement connectés avec le transport maritime mondial, c'est Colombo, je vais en parler ensuite, c'est Mbatota et c'est Trincomalee. Mhm. Alors, ces trois ports ont la particularité d'être des ports en eau profonde. Celui de Trincomalee, d'ailleurs, est le port en eau profonde le plus important de toute l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et ces ports en eau profonde ont, avec leurs nouvelles installations, la capacité d'accueillir, en particulier Colombo et Mbatota, ont la capacité d'accueillir la nouvelle génération Mhm. de navires, c'est-à-dire ces navires absolument gigantesques, énormes que l'on connaît, et qui transportent des dizaines de milliers de containers. Donc les infrastructures qui ont été réalisées dans un temps record d'ailleurs par les Chinois à Hambantota vont permettre de fluidifier en quelque sorte le trafic maritime dans toute cette région, en particulier permettre, mais pas seulement à eux, mais permettre aux navires chinois de faire là une halte dont ils ont besoin Mhm. avant d'aller vers l'Afrique, vers l'Europe, etc. Une Bien. question, le Sri Lanka a eu des gouvernements à droite ou parfois, je sais pas, centre-gauche, si on peut dire ça. Est-ce qu'ils ont tous la même attitude sur l'importance des ports et sur le commerce avec la Chine? Oui, on peut dire ça. Et on peut même dire d'ailleurs que paradoxalement, le précédent gouvernement, qui était un gouvernement de droite, pro-américain, qui avait d'ailleurs construit sa campagne électorale avant d'arriver au pouvoir sur une dénonciation de la Chine et des relations du gouvernement qui avait précédé, qui était un gouvernement de centre-gauche avec la Chine, en particulier à travers la construction d'Mbatota, c'est ce même gouvernement de droite qui a renégocié l'accord et qui a renégocié l'accord avec la Chine, qui a conduit à ce que la Chine, pour une période de 99 ans, va gérer en quelque sorte toute cette importante infrastructure, ce qui a évidemment particulièrement mis en colère le Premier ministre indien Mhm. Modi. Voilà. Alors, oui, donc des gouvernements successifs de droite et de centre-gauche, quand je dis de centre-gauche, c'est, disons, une alliance politique entre les nationalistes, les partis traditionnels de gauche, en particulier, ça c'est l'originalité du Sri Lanka, les trotskistes, puisque le Sri Lanka est l'unique pays, je crois, au monde, et l'a été depuis très longtemps dans ce cas, à avoir une participation
trotskiste à son gouvernement communiste, bien sûr. Mhm. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Donc, il y a depuis la défaite écrasante de la droite en décembre 2019, on a un nouveau président et une nouvelle majorité de centre-gauche, mais qui tantôt a des inclinations occidentales et parfois des inclinations plus non alignées et tiers-mondistes. Et ce nouveau gouvernement s'appuie donc sur un Parlement où ce centre-gauche, entre guillemets, dispose de plus des 2 tiers Mhm. des députés. Voilà. On va continuer sur les ports, mais il y a une question très intéressante de José Manuel qui dit: y a-t-il des bases militaires proches ou au Sri Lanka? Ah, des bases militaires, les bases militaires américaines, d'abord, elles ne manquent pas, puisque, comme, comme beaucoup de gens savent, il y en a entre 800 et 1000, je crois, maintenant à travers le monde, et les Américains s'emploient dans toute cette région, notamment dans le pourtour, dans le pourtour de la Chine, à créer un espèce de cordon sanitaire qui, évidemment, exerce une pression permanente, Mhm. menaçante contre la Chine. Alors, dans la région, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le positionnement de la 7e flotte des États-Unis, qui est évidemment la flotte qui est d'autant plus importante que depuis l'époque Obama, on a considéré stratégiquement, à travers la politique nommée Pivot to Asia, donc qu'il fallait en quelque sorte déplacer les priorités stratégiques des États-Unis vers l'océan Indien, et même à travers un nouveau concept que les Américains ont élaboré qui s'appelle Mhm. l'Indo-Pacifique. Voilà. J'ai remis la Alors, carte globale parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ces pays de l'océan Indien dans lesquels les États-Unis ont des bases ou voudraient en avoir. Si quelqu'un a des informations plus précises, il peut nous les mettre sur Facebook, à moins que toi, tu puisses citer les pays où ils sont très installés. oui, enfin bon, il y avait essentiellement la base la plus importante était celle de Diego Oui. Garcia. Hein. Alors, mais Diego Garcia, du fait de décisions prises par le gouvernement mauricien, a décidé de mettre un terme aux accords passés avec les Américains. Et donc, les Américains, enfin la 7e flotte des États-Unis, est à la recherche d'un nouveau point Mhm. d'ancrage. Et ce nouveau point d'ancrage, à leurs yeux, c'est le Sri Ah ben Lanka. Voilà. Ce qui explique, entre autres, les multiples pressions qui s'exercent sur le Sri Lanka de la part des États-Unis, et je dirais aussi, mais là c'est facilité en quelque sorte, puisque le gouvernement en est d'accord, de cette île qui est à proximité du Sri Lanka, qui s'appelle les Maldives. mhm. Et aux Maldives, donc, il y a la perspective maintenant d'un accord avec les États-Unis pour y constituer une base, en tous les cas, un point d'appui pour leur stratégie dans la région, leur stratégie de confrontation, principalement avec Les la Maldives Chine. sont à Voilà, l'ouest du Sri voilà, Lanka. exactement, ouais, exactement. Mais je pense qu'on peut évoquer ce problème des bases, c'est implique ou exige en tous les cas d'examiner les stratégies qui sont Mhm. à l'œuvre dans cette région et les initiatives militaires, politico-militaires, qui ont été prises par les États-Unis déjà voici quelque temps, à travers la constitution de ce qu'on appelle la quadrilatérale, la Quad, comme Oui. on l'appelle dans la région, et qui est une alliance militaire, politico-militaire, entre les États-Unis, l'Inde, qui est son partenaire privilégié, je dirais, à proximité directe, à une trentaine de kilomètres du Sri Lanka, à travers ce qui sépare les deux pays, c'est ce passage
très étroit qu'on appelle Park Strait. Est-ce que l'Inde Et, est-ce que l'Inde a des visées sur le Sri Lanka? ah oui, ça, bon, je vais d'abord terminer avec le point précédent et je vais répondre Oui. à ça. Oui, bien sûr, il en a, et très importante même. Donc, la quadrilatérale, donc c'est cette alliance entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, et qui s'appuie donc sur ce concept d'Indo-Pacifique qui exclut totalement la Chine, évidemment, de cette vaste région donc, que les Américains entendent piloter. Voilà. Mhm. Alors, la Quad multiplie surtout actuellement les manœuvres militaires à proximité de la Chine, en mer de Chine méridionale et aussi dans le golfe du Bengale. Et je veux d'ailleurs ajouter à ça que la France, qui n'est pas membre de la Quad, mais qui a aussi des intérêts éloignés, certes, mais qui a des intérêts, participe en appui aux manœuvres militaires de la quadrilatérale, y compris récemment avec deux navires, deux vaisseaux, dont un sous-marin nucléaire. Je signale qu'en 2019, il y avait eu des incidents très sérieux entre la marine chinoise et la marine française, enfin, oui, des Mhm. vaisseaux français qui circulaient dans le détroit de Formose. Voilà, Voilà. on a bien donc vu l'importance commerciale et militaire et géopolitique. J'ai interrompu pour cette question, je m'en excuse, sur les ports. On va encore en dire quand même deux mots. Il y a les différents. Tu as parlé surtout du port de Hambantota avec les Chinois, mais il y a deux autres ports aussi. Trincomalee à l'est, c'est aussi un port convoité. Oui, c'est un port convoité, je dirais, historiquement. Je dirais, dans l'histoire contemporaine, il a fait l'objet d'intenses batailles entre les Britanniques et les Japonais qui voulaient en prendre le contrôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on pourrait même remonter au XIXe siècle parce que on y trouvera à Trincomalee, je m'y suis rendu d'ailleurs, à cet endroit, dans ce petit archipel où il y a plusieurs îlots. Il y avait même une base française. D'ailleurs, au XIXe siècle, les Français ont même créé une base dont ensuite ils ont été chassés par les Britanniques. Mais il y avait une base Mhm. qui, je crois, remonte à l'époque napoléonienne, comme quoi Napoléon avait des vues aussi sur toute cette Mhm. région. Comme Alors, quoi l'histoire est très importante pour comprendre le présent. oui, oui, absolument, tout Revenons à sur fait. sur les L'histoire est ports. absolument Ce qui se passe à essentielle. Colombo, c'est important. Oui, voilà. Alors, donc Trincomalee, c'est la base principale de la marine sri-lankaise, et évidemment avec toutes les infrastructures qui permettent l'accueil fréquent d'ailleurs et de plus en plus fréquent de navires, en particulier de la flotte des États-Unis, de la 5e flotte des États-Unis. C'est par ailleurs Trincomalee l'existence d'importants réservoirs de pétrole, enfin de réservoirs qui permettent donc le réapprovisionnement des navires. Voilà. Mhm. Alors, Colombo, c'est je dirais, c'est le futur, c'est un futur d'ailleurs assez incroyable quand on connaît les plans d'un projet littéralement pharaonique. Oui, je le C'est-à-dire on veut montre. créer à Colombo l'équivalent de ce qui existe à Singapour, à Dubaï, à Tokyo, à Séoul, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est-à-dire, c'est un réaménagement, une ville dans la ville, et dans la ville, il y aura y compris une ville financière qui est actuellement en construction avec l'aide de la Chine. Donc, ce port, cette infrastructure énorme que l'on est en train de bâtir, que l'on appelle mégapolis,
mégapolis, donc, sera à la fois caractérisée par l'existence de ce... C'est pas un centre, c'est une ville financière, par une extension de l'aéroport international de Colombo, bien évidemment des hôtels 5 étoiles, des logements de luxe, une immense marina, un train à grande vitesse. Enfin, c'est quelque chose qui bouleverse complètement, y compris d'un point de vue environnemental, qui bouleverse complètement cette région, cette partie du Sri Lanka. Et J'imagine, pardon, qu'il y a beaucoup de pays qui se précipitent pour construire tout ça. bah, évidemment, il y a surtout 3 pays qui sont très engagés dans ce mégapolis. Ce sont évidemment les Chinois, qui sont actuellement engagés dans la construction donc, de la ville financière que j'évoquais. Et les 2 autres pays, c'est l'Inde et le Japon. Mais bien évidemment, il faut replacer la présence de l'Inde et le Japon par rapport à la Chine dans cette conflictualité qui existe et dont un des enjeux, la conflictualité générale de la Chine avec l'Inde et le Japon, mais dont le Sri Lanka est un enjeu. Voilà. Alors, les Indiens et les Japonais devaient, jusqu'à présent, construire les 2 terminaux qui vont s'ajouter à celui existant. Des engagements avaient été pris par les gouvernements précédents, donc les choses étaient réglées et ça permettait aux Indiens de se calmer un peu par rapport à la crise de nerfs qu'ils avaient eue avec la construction d'Hambantota. Voilà, d'Hambantota, et à proximité d'Hambantota, j'aurais dû le citer, l'autre aéroport international qui s'appelle l'aéroport de Matala et qui est à environ une vingtaine de kilomètres de Hambantota et qui a pour mission en quelque sorte d'investir toute la partie sud de l'Inde, hein, et de faciliter donc les échanges avec cette partie sud de l'Inde, étant entendu qu'Hambantota est aussi connecté avec les grands ports indiens, notamment les grands ports de la zone de la côte ouest de l'Inde. Bien, je crois que tu as vraiment bien éclairé la question des ports. Il y a une question qu'on doit toujours poser quand un pays est convoité. Est-ce que l'intérêt du Sri Lanka, c'est seulement les ports ou il y a aussi des richesses naturelles? Ah oui, bien sûr, oui, il y a des richesses d'autant plus importantes, je dirais, que le Sri Lanka a toujours été connu comme l'île des épices et des pierres précieuses. Mais évidemment, ces richesses vont bien au-delà. Ça, c'était surtout ce qui était connu à une époque beaucoup plus reculée. Mais au-delà des épices et des pierres précieuses, dont le saphir, vous savez que le Sri Lanka est le plus grand producteur de saphir au monde. La couronne de la reine d'Angleterre est composée entre autres de saphir sri Ah bon, lankais. Voilà. je ne savais pas. Alors, voilà. Il y avait aussi le thé de Ceylan, c'est Oui, alors, voilà. un grand Donc, j'y classique viens. de Donc, Grande-Bretagne. au 19e siècle, les Britanniques ont imposé la culture du thé au Sri Lanka et ont d'ailleurs transféré dans des conditions esclavagistes une partie de la population du sud de l'Inde, qui se trouve d'ailleurs, qui a été pendant près d'un siècle apatride, et qui se trouve concentrée donc dans les montagnes, dans la partie montagneuse de l'île, là où se trouvent les plantations, et qui sont donc tamouls, qui sont d'origine tamoule. Voilà. Alors, les ressources, c'est bien sûr donc les épices, la cannelle, c'est surtout la cannelle, ben, il n'y a pas que la cannelle, hein, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais les pierres précieuses, le thé et le caoutchouc,
et aussi également la production du riz. Et ça, c'est l'élément nouveau et très important, la découverte qui a été faite il y a déjà quelques années des terres, ce qu'on appelle les terres rares, Mhm. c'est-à-dire ces terres qui jouent un rôle très très important dans la fabrication de tout ce qui touche aux nouvelles technologies et qui est un Les enjeu ordinateurs, tout les à téléphones fait. portables utilisent ça. Mhm. Absolument, qui est un enjeu mondial et qui évidemment suscite la convoitise et l'intérêt donc de grands groupes multinationaux. Bon, c'est le cas en ce qui concerne le Sri Lanka. Et enfin, sur le pourtour, sur le littoral, je dirais, du Sri Lanka, on trouve aussi, en particulier au nord-est du pays, au nord et nord-est du pays, d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Voilà. Bref, si on Alors veut donc, comprendre l'explosion, le Sri Lanka est coupable du crime géographique et géologique. absolument, bon, c'est effectivement un pays qui a un très grand potentiel qu'on voudrait voir évidemment orienté en fonction des intérêts. Bon, en ce qui concerne l'Inde, évidemment, c'est important parce que c'est non seulement sa proximité, mais c'est aussi une histoire qui est commune. Bon, l'origine des populations que l'on trouve au Sri Lanka, principalement les Singalais et les Tamouls, mais pas seulement, mais bon, il y a aussi les Malais, il y a aussi ce qu'on appelle les burgers qui sont les enfants et petits-enfants des colonisations portugaises, hollandaises et britanniques. Et, mais pour revenir donc à l'Inde, je dirais que ce n'est pas seulement un problème de proximité, mais aussi d'histoire, de religion, qui font que les deux pays ont une relation très forte, particulière, souvent amoureuse d'ailleurs, qui explique les tensions régulières et qui ont beaucoup coûté, en particulier au Sri Lanka, entre l'Inde et le Sri Lanka, bien que je précise, ces deux pays aient été, on l'oublie souvent, à l'origine du mouvement des non-alignés, puisque le Sri Lanka a été un des 5 pays fondateurs du mouvement des non-alignés. Mhm. Voilà. Alors, Alors, excuse-moi Jean-Pierre, tu as parlé des Tamouls il y a un instant. Je oui. pense qu'il faudrait donner une idée de l'histoire interne, je vais dire, de ce qui s'est passé à l'intérieur du Sri Lanka. Et je me souviens qu'il y a quelques années, on a beaucoup parlé d'une guérilla, d'un séparatisme extrêmement violent avec les Tamouls. Tu peux expliquer de quoi il s'agissait? Alors, oui, bon, c'est évidemment une période, je dirais, tragique qui a littéralement traumatisé toute la société sri-lankaise, quelles que soient ses origines, singalaises ou tamoules ou autres. Euh, le conflit est né d'une politique qui a été en quelque sorte une politique discriminatoire à l'égard des Tamouls et qui a servi de prétexte euh, à radicaliser en quelque sorte les contradictions qui existaient au sein de la bourgeoisie de ce pays entre la bourgeoisie singalaise et la bourgeoisie tamoule. Le partage du gâteau. Alors, voilà, exactement. Et donc, c'est à l'origine donc à partir de 1983, c'est-à-dire d'un véritable pogrom qui a été organisé par le gouvernement de droite de l'époque à l'égard des Tamouls, qui a provoqué donc, comme on peut se l'imaginer, de nombreuses victimes, qui a servi en quelque sorte de prétexte au lancement, au développement en quelque sorte d'une lutte armée qui revendiquait un État séparé. Hmm. Alors, on peut s'imaginer très bien, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'Inde, que cela ne pouvait pas se faire
sans que l'Inde y jette un œil. Et c'était beaucoup plus qu'un œil, puisque, en fait, c'est Indira Gandhi et ces infrastructures militaires qui ont servi d'accueil euh, pour la formation, l'entraînement politico-militaire des guérilleros tamouls qui ensuite ont conduit une guerre pendant 30 ans, qui a été caractérisée par le fait que beaucoup plus qu'une guérilla, il s'agissait, compte tenu des moyens et des soutiens importants que les Tigres, puisque c'était leur nom, le LTTE, disposait, compte tenu donc des moyens dont ils disposaient, s'était véritablement transformé en une armée régulière, une armée conventionnelle, et qui amenait Ça a donc une été très guerre. violent, non? Ça a été très très violent puisque bon, il y a les chiffres varient, mais on estime entre 80 et 100 000 victimes civiles, entre autres. Euh, donc les Tigres, donc le mouvement séparatiste, a utilisé y compris des méthodes tout à fait innovantes, entre guillemets, dans leur lutte, puisqu'ils sont à l'origine des kamikazes, des martyrs kamikazes, des enfants soldats surtout, puisque la pratique qui existait donc dans la région qui allait du nord à l'est qui était contrôlée par les Tigres, l'utilisation donc d'enfants de moins de 10 ans pour les envoyer d'ailleurs souvent en première ligne, euh, a été évidemment dénoncée très très largement par l'opinion mondiale Donc un et notamment. séparatisme violent et avec manipulation derrière. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que nous avons développé avant? Est-ce qu'il y a des revendications pour diviser le territoire, pour s'emparer des ports? Tout à fait, absolument. Les Tigres disposaient et disposent encore d'une certaine manière dans la mesure où ils ont toujours une activité plus au Sri Lanka, plus au Sri Lanka comme ils l'ont eu évidemment, puisqu'ils ont été battus militairement et politiquement. Et en particulier, quand je dis politiquement, c'est y compris par la population tamoule qui les a rejetés, entre autres pour leur violence et leur extrémisme, pour ne pas dire que les Tigres étaient une organisation de caractère fasciste. Hein, voilà. Alors, ils ont bénéficié, à cause de tout ce que nous avons évoqué précédemment, c'est-à-dire le caractère stratégique du Sri Lanka, non seulement à leur début de l'Inde, qui s'est ensuite rétracté parce qu'il était difficile internationalement de soutenir le terrorisme, mais en sous-main, beaucoup d'autres choses se faisaient, mais surtout des pays occidentaux. Les pays occidentaux, pendant plus de 20 ans, plus de 25 ans, je vais même tenter de dire, ont totalement ignoré ce qui se passait au Sri Lanka. Voilà. Mais par la suite, y compris avec les perspectives de changement qui pointaient, et on a vu donc les pays occidentaux se rapprocher énormément des séparatistes pour garder en quelque sorte la main et organiser aussi par là un chaos, le chaos dont ils avaient Alors on va besoin. poser la L'Inde. question brutalement. Est-ce que si le Sri Lanka adopte une position socialement progressiste et continue à vouloir faire du commerce et voir de l'amitié avec la Chine, est-ce que c'est une carte, le séparatisme terroriste, que les États-Unis, l'Europe pourraient jouer de nouveau? Tout à fait, tout à fait. Et ça, on le voit notamment à travers ce qui vient de se passer la semaine passée au Conseil des droits de l'homme à Genève, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où une résolution pilotée par
la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais évidemment un certain nombre de pays qui sont liés à l'OTAN, mais par ailleurs en sous-main par les États-Unis, a été voté, pas majoritairement, mais a été voté, et c'est une résolution qui implique en quelque sorte, et pour la première fois, la mise sur pied avec un financement important, à condition qu'il soit approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies, mais la mise en place d'un système qui, euh, qui impliquera la constitution de dossiers afin que, internationalement, des pays puissent mettre en accusation, y compris prendre des initiatives contre le Sri Lanka sous forme de sanctions ou d'arrestations de dirigeants. C'est en quelque sorte une application, cette fois-ci très concrète, de ce que l'on a appelé le R2P, la responsabilité à protéger. Quand un État ne peut plus assurer la protection de son peuple, alors il y a une légitimité à intervenir, et à intervenir sous toutes les formes, y compris Oui, sous la forme oui, c'est armée. la doctrine Voilà, inventée par Bernard Kouchner et réutilisée par les États-Unis, la France, etc., voilà, pour exactement. justifier leur ingérence dans des pays. Voilà, J'ai, Jean-Pierre, voilà. j'ai Humanitaire, une voilà. carte du Sri Lanka. Je crois que c'est intéressant de montrer. Ils revendiquent une partie du territoire et donc des richesses, et ça pourrait être une manière d'affaiblir un pays qui dérange. Oui, bien sûr. Ça, c'était la revendication de départ. Évidemment, aujourd'hui, 10 ans après la fin, plus de 10 ans après la fin de la guerre, on est dans une situation qui est quand même différente. Mais c'est justement là où interviennent certains calculs qu'il ne faut évidemment pas négliger. J'ai omis de dire que dans les discussions, dans les accords même, on peut parler d'accords entre les tigres, entre les séparatistes et les Occidentaux, il y avait dans la balance le port de Ah Trincomalee. oui. C'est-à-dire, les séparatistes avaient donné un accord de principe aux Occidentaux, en particulier aux Américains, pour, dans une situation qui aurait conduit à la séparation du reste du Sri Lanka, à mettre à disposition donc le port en eau profonde, le plus grand port en eau profonde de l'Asie, à disposition donc des Occidentaux et des États-Unis. Hmm. Alors je reviens sur ce que je voulais dire juste précédemment. C'est là, si vous voulez, si tu veux, que se pose le problème des implications de l'Inde. Mhm. L'Inde souhaite, depuis 1987, depuis les accords de 1987 entre l'Inde et le Sri Lanka, qui avaient été signés par Rajiv Gandhi, qui lui-même a été assassiné, comme on le sait, par les tigres, par les séparatistes tamouls, pour ne pas avoir respecté complètement le contrat qu'il avait passé avec eux. Les Indiens cherchent à prendre pied euh, en encourageant des visées qu'on peut qualifier, oui, de séparatistes. Je m'explique. L'État du Tamil Nadu, qui est donc cet État au sud de l'Inde et à proximité immédiate du Sri Lanka, et qui compte quelque chose comme 70 millions de Tamouls. Hein. Mhm. Euh, c'est le seul pays au monde, le Tamil Nadu, avec le Sri Lanka, où on utilise la langue tamoule. Bien. Le gouvernement de cet État, qui est un gouvernement réactionnaire, qui a l'appui du BJP de Modi, ce gouvernement vient de déclarer que la solution au problème que l'on qualifie d'ethnique au Sri Lanka serait la partition, c'est-à-dire la création d'un État tamil au nord et à l'est
du Sri Lanka. Le Euh, séparatisme, le sécessionnisme, c'est une stratégie qui a déjà été favorisée par différentes grandes puissances pour Tout à affaiblir fait, des pays qui résistent. absolument. Le cas le plus exemplaire, sans doute, est celui du Mais Soudan. ça a toujours des grandes Voilà, conséquences parce que ça encourage une guerre civile. Donc, absolument, tout à fait. Alors, donc il a fait cette déclaration et presque simultanément, le président du BJP de l'Inde, qui est le premier ministre d'un État qui s'appelle le Tripura, a déclaré que le BJP avait l'intention de créer un BJP au Sri Lanka, c'est-à-dire transférer, exporter en quelque sorte le modèle BJP au Sri Lanka, et c'est ce qui vient de se passer. donc, cette C'est-à-dire alliance dont tu parlais, c'est États-Unis, Inde, Japon, Australie, etc., est vraiment très très active au Sri Lanka et dans la région. Est-ce qu'il faut placer ça dans le contexte, tu as parlé d'Obama, dans le contexte de la politique de Joe Biden des États-Unis face à la Chine, et est-ce que on risque une aggravation de ce conflit international? bah, évidemment, il y a des risques. Les États-Unis ont engagé depuis quelques années, mais ils ont été mis en échec par un mouvement populaire au Sri Lanka très, 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 très fort. Les États-Unis avaient et souhaitaient mettre en place un accord, moyennant finance d'ailleurs, un accord leur permettant de transformer en quelque sorte le Sri Lanka en une espèce de porte-avions Hmm. militaire avec pour leur personnel des droits et des facilités extrêmement étendus. En fait, dans le projet qui s'appelle le MCC, en fait, c'est un projet triptyque. Il y a trois accords, mais l'esprit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'esprit était et est toujours, bon, pour le moment c'est un échec, mais de fractionner le pays en deux parties. C'est-à-dire, si on trace une ligne en quelque sorte de Colombo à Trincomalee, la séparation se ferait à peu près à cet endroit-là, avec évidemment la mise en place d'infrastructures importantes, routes, trains, permettant donc de faciliter les transports, les transferts d'équipements militaires de la partie ouest du pays à l'est. Voilà. Est-ce que, Et donc, Jean-Pierre, contrôlé par les est-ce États-Unis. qu'on peut placer ça dans un cadre global sur la manière dont nous sommes informés? Parce que ce que tu viens de nous dire, moi je ne trouve ça nulle part dans les médias. Je vois par contre qu'il y a tous les jours une intense campagne contre la Chine sur base de faits vérifiés ou non. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue dans Michel Midi. Mais on nous parle beaucoup de la Chine et des Ouïghours. On ne nous parle pas des Saouds et du Yémen, on ne nous parle pas du Cachemire, où il y a aussi une occupation par Modi, et on ne nous parle pas de ces dizaines de milliers de paysans indiens qui campent devant le palais de Modi parce qu'ils sont affamés, écrasés, réprimés par ce gouvernement. Est-ce que l'information sur les choses importantes dans le monde est satisfaisante, ou qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce problème de l'information? Ben, moi, je trouve que l'information qui est donnée est extrêmement partielle. Partiel et partial. Bon, si on prend par exemple ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire cette mobilisation historique de millions, de dizaines, voire de centaines de millions de gens, de paysans, mais aussi d'ouvriers, depuis le mois de novembre l'an passé en Inde, ça évidemment dans la presse, on n'en parle pas ou vraiment d'une façon très insignifiante, alors que ça met en évidence, la, la fragilité d'une certaine manière du système qui a été mis en place par Modi, qui donc aujourd'hui suscite une très très grande mobilisation. De ça,
on n'en parle pas, on parle de l'Inde comme de la plus grande démocratie du monde. Mais la plus grande démocratie du monde, dans ces circonstances-là, c'est évidemment difficile de la défendre. Mais on peut parler d'autres événements ou d'autres situations qui sont très significatives de cette stratégie du chaos que Mhm. les Américains et les Occidentaux mettent en œuvre, évidemment en recourant dans les conditions que l'on sait aux médias, évidemment. Bien, je voudrais parler par exemple de la situation au Cachemire, Cachemire et Pakistan. Au Pakistan, personne ne parle, par exemple, qu'il existe un front de libération, Pashtun, dont la spécialité est, est de créer des obstacles, y compris de manière violente, à l'organisation, à la structuration de la route de la soie que les Chinois développent. C'est en particulier ce qui explique les événements extrêmement violents avec des morts dans le port de Gadar, au sud du Pakistan, et qui ont été provoqués par ce Front de libération du Baloutchistan, qui par ailleurs est lui entraîné et encadré par les États-Unis, par la CIA, etc. Et Donc, donc est contre la présence donc, chinoise. quand on voit des événements qui se produisent ou des usines chinoises qui brûlent ou différents événements en Asie, on doit toujours faire attention de ne pas voir ça comme des événements fragmentés, éparpillés, mais comme faisant Tout à partie fait. d'une grande logique et faire le lien C'est une USA-Chine. stratégie. C'est tout à fait une stratégie. Je pense que ce que l'on voit à travers la conflictualité entre les États-Unis et la Chine, actuellement à travers les campagnes qui sont organisées, qu'il s'agisse des Ouïghours, qu'il s'agisse de Hong Kong, qu'il s'agisse du Tibet, qu'il s'agisse de Taïwan, etc., sont très significatives d'une volonté, non pas de rechercher les bases qui permettraient de donner, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, un élan nécessaire et solidaire à la coopération mondiale, à la coopération universelle, mais au contraire cherche à préserver un système qui, comme on le constate à travers la situation aux États-Unis, est un système à bout de souffle. Mhm. Voilà. Alors, cette région qui est en Quand tu plein dis un développement, système à bout de souffle, tu veux dire que les bagarres et les incidents à l'extérieur, ça pourrait servir de dérivation par rapport aux problèmes sociaux rencontrés chez nous? oui, chez nous et chez eux, aux États-Unis, je crois que les difficultés qui, qui sont, c'est pas les difficultés, La la crise. grave crise révélée par l'épidémie de Covid montre bien la fragilité du système qui est le système encore dominant aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, on a effectivement, et c'est ça la nouvelle politique américaine, je crois, le besoin d'orienter en quelque sorte, de faire diversion et d'orienter l'attention des gens dans une autre direction, en l'occurrence vers la Chine. Mhm. Alors, moi, je pense effectivement qu'il y a besoin de faire comprendre euh, tous ces enjeux, tous ces défis qui se cristallisent en particulier dans des régions comme l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et dans lequel évidemment on trouve des pays comme le Sri Lanka qui sont traversés par toutes ces contradictions, par toutes ces conflits que l'on connaît, que l'on peut suivre actuellement et qui donnent de ces pays ce caractère stratégique qui est le leur. Et donc c'est, je crois, une période de grands bouleversements, une période
dont les développements peuvent être totalement inattendus. Voilà. Mhm. Et je crois qu'il nous ramène à la fois à la fragilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, aux risques, mais aussi aux opportunités. Parce que personne ne peut nier ou ne peut contester le fait que le développement de la Chine en particulier, à travers aussi cette région asiatique, joue un rôle tout à fait déterminant dans ce que sera le développement de l'humanité dans les années qui viennent. Alors, où on l'aborde de façon conflictuelle, comme le font les États-Unis, ou au contraire, on l'aborde à partir des opportunités que cela représente. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, que les forces, en tous les cas les mouvements progressistes, politiques et sociaux dans le monde, doivent œuvrer et contribuer. Mhm. Très bien, mais je crois que voilà une belle conclusion. Je vous demande encore 2 minutes d'attention avant de prendre congé parce que deux, trois annonces très importantes pour l'ensemble du travail. On a montré des cartes du livre La stratégie du chaos, des entretiens avec Mohamed Hassan, qui annonçait déjà beaucoup de ce qui arrive maintenant. Alors ce livre, il était épuisé, mais on vient en retrouver 3 cartons dans notre stock, donc c'est le moment de vous précipiter sur le site pour les commander. Je voudrais annoncer les deux prochains Michel Midi. La docteure espagnole Ángeles Maestro, le 9 avril, va nous expliquer ce qui se passe en Espagne, où on vient de mettre en prison un rappeur parce qu'il avait osé critiquer le roi. Le 20 avril, excusez-moi, nous aurons Vincent Engel, Antisémitisme entre mémoire, déni et instrumentalisation. Vous aurez remarqué que le 9, on a Angeles et le 20, Engel, donc 2 fois des anges, mais on nous parlera de choses qui ne sont pas angéliques, vous allez voir. Je peux annoncer prochainement qu'on aura Christophe Alévèque, le célèbre humoriste qui a accepté de participer à Michel Midi. La date est encore à fixer. Suivez-nous sur notre newsletter pour le savoir. Et alors, une nouvelle importante, vous savez que le siège OVS en France, qui abrite des dizaines de milliers de sites, a brûlé et que la page don qui vous permet de soutenir financièrement Investigation, ce qui est bien nécessaire, était inaccessible. Vous avez été nombreux à écrire à Federica et à dire comment on peut faire pour vous soutenir. Ben voilà, la page don, elle est enfin rouverte grâce au travail de nos informaticiens et de Federica, que je remercie beaucoup. On a absolument besoin de vos dons parce que, en fait, la diffusion de Michel Midi et des infos d'investigation est menacée. Actuellement, nous avons eu des notifications de Facebook. Je vous le montre ici à l'écran. Cette page n'est actuellement suggérée à personne. Trop de publications sur cette page ont enfreint nos standards de la communauté. Elle n'apparaît donc pas dans les listes où nous suggérons des pages de nouvelles personnes. Bon, c'est clairement une censure. Et alors, vous voyez là un peu plus bas qu'il est marqué consulter les infractions pour voir les infractions qui affectent cette page. Mais quand on va consulter, ben, il n'y a rien. Il n'y a aucune explication. Donc, on ne sait pas ce qu'on a fait. On sait que Facebook et Twitter aussi, qui vient de fermer une 50aine de comptes en disant ouvertement parce qu'ils s'appellent la confiance dans l'OTAN. Donc on est vraiment avec les GAFA dans une censure grave qui menace l'investigation. Et donc nous avons besoin de votre soutien. On s'attend au pire avec Facebook et avec Twitter, et donc on a 150 000 personnes en communauté sur Facebook. Ce serait un acte de censure très très grave. Bien sûr, on ne se laisserait pas faire, mais ça veut dire qu'on aurait besoin de faire des procès, qu'on aurait besoin d'engager des gens pour vous toucher plus directement. Donc, s'il vous plaît, venez sur notre page don et aidez-nous à renforcer l'équipe d'investigation. Je vais, en terminant, inaugurer quelque chose dans Michel Midi. On parle parfois de choses dures et tristes. Eh bien là, je vais vous partager
une musique qui m'a bouleversé. Une musique, vous allez voir, vous allez la découvrir, je vous annonce, je vous dis pas de quoi il s'agit. Regardez bien le dialogue qu'il y a dès le tout début, soyez attentifs, et puis il y a un appel à la fin. Et en écho à cette musique que je vais partager avec vous, je salue les infirmières et tous les soignants qui se sont battus héroïquement face à la pandémie et face à la destruction néolibérale des soins de santé par nos gouvernements. Aujourd'hui, alors qu'on avait dit, oui, c'est des héros, on ne va jamais les oublier, ben, ils reçoivent des miettes, vraiment, en France comme en Belgique, mais ça ne va pas. Les miettes, c'est pour les pigeons, mais les travailleurs de la santé, ils doivent avoir beaucoup plus. Donc soutenez-les, regardez cette vidéo au début, partagez-la et faites-les soutenir absolument partout parce que les combats sont tous ensemble. Et voilà, je vous donne cette vidéo dans une seconde. Jean-Pierre, énormément merci. Tous les commentaires nous ont dit que c'était très clair, très important. Je crois que beaucoup de gens ont découvert une situation qu'ils ne connaissaient pas et c'est très important pour, je crois, pour défendre la paix, de comprendre ce qui va se passer dans les régions stratégiques. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et sur le Sri Lanka, j'espère recevoir beaucoup d'informations pour le couvrir dans investigation, des articles, des vidéos. N'hésitez pas aussi à envoyer vos questions, je les transmettrai à Jean-Pierre. Notre émission sera sur YouTube dès ce soir ou demain matin, donc n'hésitez pas à réagir. Je crois que vous avez compris que le message de Jean-Pierre, c'est il va falloir se bouger si on veut une info qui défende la paix. Merci Jean-Pierre. Merci à toi. Au revoir, et je vous laisse en compagnie de cette belle musique. À bientôt. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Non. Alors c'est une démission administrative, c'est-à-dire qu'on continue à soigner nos patients, à assurer la sécurité des soins dans nos services, mais on ne veut plus discuter avec la direction en particulier de finances. C'est maintenant un sujet qui est devenu insupportable. Pourquoi ? Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Nous sommes des héros de passage, vite oublié, faussement comblé. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. L'hôpital public en souffrance, c'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance, c'est le temps de l'inobservance. Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Vous ne demandez pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le monde, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux, vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre, vu que la guerre ça prend des vies, mais sauver des vies ça vous savez faire. Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Hosto boulot robot c'est trop.
c'est la consigne, austérité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. Le management autoritaire et tous leurs comptes d'apothicaires font s'envoler nos espérances. Ils font preuve de tant d'indécence, mais n'auront pas notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Essentiel, mot a priori banal, se définit dans le petit Larousse, page 430 comme essentiel, absolument nécessaire. Santé et culture se rejoignent sur l'essentiel. Essentiel pour continuer à vivre, essentiel pour reposer nos corps, essentiel pour apaiser nos âmes. Artistes et soignants, unis dans la volonté de continuer à soigner, continuer d'aider les âmes à aller mieux, encore et toujours essentiel, essentiel, essentiel. Surtout sachez ne pas oublier que malgré toute cette souffrance, notre passion on l'a dans la peau. Pour le sauver pas besoin de héros, laissez-nous faire de notre boulot. Une seule devise pour l'hôpital, pas de retour à la normale, alors restons solidaires. Au bout du tunnel, la lumière, on sortira tous de cet enfer. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 non. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir, pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Mais oui, c'est ça. On fait le même boulot. Soigner les corps, soigner les cœurs, prendre soin de nous. On veut continuer à soigner encore. Je connais pas encore les paroles, mais je vais les apprendre. On lâche rien.